Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau cours. Cette fois-ci, ce sera un regard croisé mêlant sociologie et économie et nous parlerons de comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale. Donc pourquoi regard croisé? Parce que ça va mêler deux problématiques assez distinctes. C'est comme on l'a vu en sociologie, nous avons une stratification sociale assez importante, c'est-à-dire des inégalités sociales assez importantes. Et nous allons nous demander finalement lesquelles sont légitimes pour une société donnée et lesquelles doivent être combattues, réduites. Et pourquoi économie? Parce que tout va se jouer sur des ressources rares, des ressources valorisées. Et grosso modo, les ressources valorisées, ce sera essentiellement des ressources économiques comme le patrimoine, le revenu. Comment on gère au plus juste cette répartition au sein d'une société démocratique? Une façon d'aborder la problématique, c'est s'interroger un petit peu sur la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ça veut dire que, en France tout du moins, on naît avec les mêmes droits. Il y a une égalité des droits. Et que, suite à cette liberté des droits, on accède à des positions sociales plus ou moins hiérarchisées, plus ou moins valorisées, et donc différentes. Et qu'on tolère, on accepte ces différences. Mais d'où peuvent venir ces différences? Elles peuvent venir finalement du talent, des compétences, des capacités, de la vertu de chacun. C'est-à-dire qu'on accepte que tout le monde parte avec les mêmes chances, avec les mêmes droits, et par contre, après, des distinctions sociales se fassent. La grande question est comment opérer une certaine justice sociale entre ces différents positionnements sociaux. La question est donc de se demander sur quel principe une société est juste. Et évidemment, l'acteur, ce sera l'État, les pouvoirs publics, qui vont devoir retenir certains principes pour appliquer ce qu'on appellera une justice sociale. Donc on va avoir une démonstration en 3 temps. On va d'abord s'intéresser au concept d'égalité et de justice sociale, puis les différentes politiques mises en place par les pouvoirs publics, et enfin on va s'intéresser à leur efficacité respective. Donc dans un grand 1, justice sociale et égalité, on va s'intéresser aux 3 formes d'égalité. Il y a une égalité qui est primordiale, une égalité qui est cardinale, c'est-à-dire qu'elle va définir les autres. Sans cette égalité, les autres ne sont pas possibles. Je parle de l'égalité des droits. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'égalité des droits, vous ne pouvez pas avoir de société juste ensuite. Imaginez que vous jouiez au Monopoly. Si certains ont le droit de tricher, le jeu sera faussé. Si dans votre vie sociale c'est la même chose, vous ne pouvez pas vous satisfaire de conditions sociales ou d'inégalités sociales à partir du moment où vous savez que certains ne respectent pas les règles. Donc, l'égalité fondamentale, indispensable, c'est l'égalité des droits. Chacun doit disposer tout au long de sa vie des mêmes droits. Pour certains économistes, ça peut être suffisant. Pour Hayek, on s'arrête là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chacun a les mêmes droits, notamment le droit d'entreprendre, le droit à la liberté, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité. Le marché s'occupera du reste et finalement, la répartition des ressources valorisées se fera sans entrave à travers le marché. Pour lui, c'est la meilleure façon dont peut fonctionner une société. On pourrait lui répondre que vaut une égalité des droits, par exemple un droit à l'éducation, si finalement les réussites sociales, les réussites scolaires sont déterminées par l'origine sociale des parents ou par le capital économique des parents. À quoi ça sert d'avoir le droit d'aller à l'école si, issu de milieux défavorisés, je suis à peu près certain de reproduire la situation sociale de mes parents? Donc, on instaure un deuxième principe, c'est l'égalité des chances. Il va s'ajouter à l'égalité des droits. On va considérer que pour qu'une société soit juste, il faut que chacun ait la chance de réussir. On a vu qu'on acceptait une inégalité sociale, il faut que chacun puisse avoir autant de chances d'accéder aux mêmes positions sociales valorisées. Et c'est très important parce que ce concept d'égalité des chances va introduire le concept de méritocratie, c'est-à-dire qu'on considère que les places
les plus prestigieuses socialement sont occupées par ceux qui ont le plus de talent, le plus de mérite pour les obtenir. On pourra s'interroger sur les limites de la méritocratie qui ne fonctionne que s'il y a une réelle égalité des chances. Et malheureusement, on l'a vu dans les cours précédents sur l'étape de mobilité, on voit très bien que des enfants d'ouvriers ont moins de chances de devenir cadres que des enfants de cadres. Donc malheureusement, l'égalité des chances n'est jamais absolue. C'est-à-dire qu'elle existe, mais dans les faits, elle est très difficile à atteindre. Et donc ce qui est intéressant, c'est que si on poursuit cette logique de méritocratie, on arrive à la conclusion que ceux qui réussissent le plus socialement, ceux qui ont les meilleures positions sociales, sont ceux qui le méritent le plus. Donc la réussite sociale serait un mérite, parce qu'on en est responsable. Mais le corollaire, ce sera quoi? Ça veut dire que le déclassement, l'échec social, serait aussi le résultat d'un échec personnel. Donc vous voyez tout de suite les limites apparaître, c'est-à-dire que je suis responsable de ma réussite, très bien, ça veut dire que quelqu'un d'autre sera responsable de son échec. Et ça, au niveau cohésion sociale, c'est extrêmement difficile à assumer sur un plan collectif, en termes de solidarité, et sur un plan individuel, évidemment. Du coup, on instaure un troisième type d'égalité, une égalité de situation. L'idée n'est pas d'instaurer une égalité pure de situation entre les individus, mais plutôt de limiter les inégalités de situation. Pour m'expliquer, si je m'en tiens aux égalités des droits et aux égalités des chances, ceux qui ont échoué à s'élever socialement sont condamnés à vivre sans ressources. Pour autant, si je dis qu'ils sont condamnés à vivre sans ressources, n'y a-t-il pas un droit à se nourrir, un droit à s'éduquer, un droit à se loger? Donc comment on fait sans ressources pour accéder à ces droits-là? Interviendra l'État, les pouvoirs publics qui vont non pas égaliser les situations, mais essayer de limiter l'écart de situation, notamment pour les plus pauvres, en leur apportant une certaine sécurité vis-à-vis des risques de la vie. C'est ce qu'on verra avec l'État-providence qui va vous protéger contre des risques comme la maladie, la retraite ou éventuellement le chômage. Donc, on a trois types d'égalité qui sont comme les trois étages d'une fusée qui vont plus ou moins s'ajouter selon les valeurs de la société dans laquelle on vit.